je me présente, Yann Viau, archéologue à l'INRAP, responsable d'opération. Je laisserai Anne après prendre le relais, Anne Oyoberi, qui est également responsable d'opération à l'INRAP. Et là, ce soir, eh bien, on va vous parler de la Loire. Alors évidemment, elle est juste à côté, et puis pour certains d'entre vous, j'imagine que vous la connaissez bien. Et on va vous présenter en fait les différents résultats, ou les premiers résultats, puisque les études sont encore en cours, des différentes fouilles qu'on a menées en 2022 et en 2024, donc c'est vraiment récent. Et ce sont les premiers résultats qui permettent de dresser une esquisse, on va dire, de l'utilisation qu'ont pu faire les hommes du lit du fleuve en lui-même, d'où l'intitulé, pêcherie fixe, meunerie hydraulique, digue et épave. Et la question, vous avez dit Loire sauvage, parce que vous allez comprendre pourquoi, au travers des différents éléments qu'on va vous présenter. Alors la présentation va se dérouler en 3 temps. Le premier temps, le plus court, on va vous présenter dans quel cadre on a intervenu, pourquoi on a intervenu, quelle méthode on a utilisée dans ce milieu qui est assez particulier, qui est la Loire, ainsi que les contraintes, évidemment, que ça engendrait pour nous, entre autres, et en particulier. Ensuite, je passerai le relais à Anne, qui vous présentera les résultats de 2 interventions qu'elle a menées sur la même zone, qui s'appelle l'île Coton, en face d'Ancenis. Je ne vais pas en dire plus. Ensuite, je prendrai le relais sur 2 secteurs. Le premier, sur la commune de Mauches-sur-Loire, la commune déléguée du Marillet. On va parler en commune déléguée, ça va être plus simple, parce que les communes nouvelles sont tellement vastes aujourd'hui que parfois on se perd. Donc, la commune déléguée du Marillet, au lieu de l'île Poula. Et puis après, je redescendrai et je finirai sur Ancenis, en face du site de l'île Coton qu'a fouillé Anne, sur un autre site sur lequel on a commencé à travailler, et puis malheureusement, vous avez bien vu cet été et puis au début de l'automne, la Loire a vite fait repris ses droits, et donc on a été obligé de déguerpir en courant, et on reviendra vraisemblablement l'année prochaine pour poursuivre et terminer cette fouille. Voilà. Alors pourquoi on est intervenu, comme Charline vous l'a dit, là, il y a quelques semaines, vous avez eu le droit à une présentation en fait, des travaux qui sont liés au programme de rééquilibrage du lit de la Loire, et c'est dans ce cadre-là en fait, qu'on est intervenu. Alors, qui concerne quoi? En fait, qui concerne ces fameux épis qui ponctuent le lit du fleuve entre Nantes et Bushman. Épis que, ici, il y en a quelques-uns, mais qui sont plutôt en noyer. C'est vrai que sur le secteur qui nous concerne, entre Ancenis jusqu'à Mauches-sur-Loire et même Montjean-sur-Loire, puisqu'on a travaillé jusque-là, eh bien, ces épis sont vraiment très très présents, de part et d'autre. Et donc, ces aménagements qui vont faire l'objet de modifications qui ont fait l'objet donc d'un suivi archéologique qu'on va vous présenter. Alors, juste pour rappel, comment ils sont constitués, ces épis. Ils ont été élaborés au début du XXe siècle, à partir de 1917 à peu près jusqu'en milieu de, on va dire 1922-1925 pour les derniers. Et ils ont été élaborés à l'aide de lignes de pieux qui ont été plantées dans le lit du fleuve de manière oblique et ce de part et d'autre, sur lequel on est venu fixer des panneaux de cléonnage, comme vous voyez sur la carte postale présentée, panneaux de cléonnage qui étaient réalisés en amont, comme ça il n'y avait plus qu'à venir fixer ces panneaux sur les pieux, et puis après par-dessus, en fait, on empierre l'ensemble pour réaliser une sorte de cône. Alors ça c'est dans la théorie, puisque nous on a pu constater dans les faits et lors des fouilles que c'était pas vraiment exactement de cette manière-là qu'ils ont procédé, enfin au moins pour les secteurs qu'on a fouillés. Mais voilà, donc c'est ces aménagements qui aujourd'hui gênent, entre guillemets, le cours du fleuve. Gênent pourquoi? Parce que avant ces aménagements, avant ces épis, avant ces digues aussi, aussi bien la divate que vous avez ici, mais de l'autre côté la digue de voie de chemin de fer, et puis si vous remontez un peu plus en amont, il y a aussi d'autres digues côté rive sud, qui, on va dire, chenalise ou force la Loire à passer à un certain endroit. Eh bien, avant ça, en fait, la Loire, il n'y avait aucune contrainte particulière, mis à part la topographie, et ce qui fait qu'on avait des bras secondaires, des chenaux qui étaient en eau, le chenal ou les chenaux qui étaient également en eau, et le jour où on a voulu chenaliser pour faciliter la navigation, au début du XXe siècle, en disposant ces épis et ces levées, eh bien ça a très bien fonctionné, parce que la Loire aujourd'hui, à cette hauteur-là, dessine une sinusoïdale forcée par les hommes.
On le voit très bien l'été, eh bien, là, il y a un chenal qui est vraiment marqué, qui est même extrêmement souligné, puisqu'il se creuse de plus en plus, puisque le courant, en s'accélérant, puisqu'il n'a plus du tout de seuil qui freine ce courant, alors là, c'est également, il y a le sujet ici, puisqu'il y a le seuil de Bellevue qui va être réalisé dans le cadre de ces travaux pour freiner ce courant. Ce courant donc extrêmement violent et qui s'accélère d'année en année entaille de plus en plus le fond du fleuve. Et en entaillant le fond du fleuve, qu'est-ce qui se passe? Ça déconnecte les bras secondaires qui se retrouvent plus du tout en eau. Et évidemment, ça baisse la ligne d'eau. Ce qui fait qu'on voit apparaître quoi? On voit apparaître ces fameux bancs de sable qui sont sous les épis, qui étaient ici au départ, mais qu'on ne voyait pas, qui étaient sous le niveau d'eau, et qui, au fur et à mesure que le niveau d'eau baisse, en fait, on les voit de plus en plus. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de plus en plus de sable, mais ça montre que le niveau d'eau baisse de plus en plus, qui fait qu'il met, qui met à jour de plus en plus de volume de sable. Donc, le but du jeu, et là, je ne reviendrai pas après sur le sujet, parce que c'est vrai que ce n'est pas l'ordre de la soirée, mais le but du jeu, c'est d'enlever, de réduire en partie ou partiellement ou totalement ces épis. C'est donc tous les petits bâtons que vous voyez dessinés à la hauteur d'Ancenis et de Mauch-sur-Loire. Certains vont être conservés, c'est ceux qui sont en noir, pour ceux que vous pouvez voir. Ceux qui sont en orange, ils vont être simplement rabaissés, et ceux qui sont en rouge, ce seront ceux qui vont être raccourcis, voire supprimés. Tout ça dans le but, en fait, de remobiliser les sables ensuite aux crues suivantes. Ces sables vont retomber dans le fond du chenal. En retombant dans le fond du chenal, il va ainsi remonter la ligne d'eau, et normalement, ça c'est sur le principe, dans 15 ou 20 ans, eh bien, les bras connexes, ce qu'on appelle les fameux bras morts ou les boires, eh bien, normalement, devront revenir plus en eau et donc favoriseront le développement de la faune et de la flore et non la navigation en tant que telle. Alors, avant de démarrer sur le terrain, les services de l'État et Voies navigables de France, qui est l'aménageur, nous ont demandé de réaliser une étude documentaire la plus complète possible du secteur étudié entre Mont-Jean-sur-Loire et Oudon, Chantoceau-Oudon. Ça, c'était un des secteurs que VNF comptait travailler. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a épluché toutes les données qu'on pouvait avoir, aussi bien ce qu'on connaissait, au travers des différents écrits et rapports et autres, que des éléments nouveaux qu'on avait ramenés, nous, depuis nos travaux, puisque depuis à peu près une trentaine d'années, on travaille sur cette section du fleuve au travers de différents projets collectifs de recherche. Et ce qui a permis d'élaborer donc des fiches qui permettaient de renseigner pour chaque entité archéologique détectée, une fiche qui permettait de renseigner les informations aussi bien liées à la bibliographie que les contextes de découverte, qui permettait aussi de réaliser donc des fonds cartographiques, on va dire en matérialisant toutes les découvertes archéologiques qui ont pu être faites, ce qui a permis ensuite de reverser tout cela à la carte archéologique nationale. Carte archéologique nationale, c'est un outil que le ministère de la Culture utilise au travers des services régionaux de l'archéologie, qui motive ensuite leur prescription de diagnostic d'archéologie préventive. On utilisait également les couvertures LIDAR, et photos aériennes et autres, mais surtout LIDAR, parce que le LIDAR, donc c'est une technique qui permet de détecter la microtopographie, même si elle est masquée aujourd'hui par des couverts boisés ou là, en l'occurrence, le lit du fleuve. Le couvert LIDAR permettait ainsi de détecter toutes les microtopographies, et ce qui nous a permis, conjugué avec les quelques carottages existants, donc ce qui nous permettait d'avoir une lecture sédimentaire la plus complète possible, de dresser une première esquisse de ce qu'on appelle une carte géomorphologique, et qui permet ainsi de redessiner un petit peu le contour des îles et des rives, ainsi que des différents chenaux qui ont, au fur et à mesure du temps, disparu totalement ou partiellement, voire même les îles qui se sont agglomérées pour en faire des grandes aujourd'hui. Et sur la base de documents qu'on a produits, donc on a recensé presque 200 entités archéologiques, dont la moitié étaient des entités, donc des sites mobiliers, donc des découvertes de mobilier, et l'autre moitié des sites structurés, donc des sites installés dans le lit du fleuve. Et bien sur la base de ce document, le service de l'État, le service régional d'archéologie, a pu en fait prescrire différents secteurs d'intervention. Donc c'est toutes les petites zones de couleur que vous voyez ici, donc entre Oudon et Mont-Jean-sur-Loire.
Ce secteur, en fait, regroupe à peu près 250 hectares qu'on a traités en 3 étés. Donc, été 2019, été 2020 et été 2021. Période d'intervention extrêmement contrainte, puisqu'on ne pouvait pas intervenir avant la mi-août, puisqu'avant la mi-août, il y a différents, on va dire, contextes faune et flore qui sont protégés. Donc, il nous était interdit d'intervenir avec nos moyens mécaniques qui sont un peu lourds. Donc, à partir de la mi-août, on intervenait, et ce jusqu'à, au mieux, fin octobre, puisqu'à partir de la fin octobre, en général, la Loire reprend ses droits. Et donc, on est obligé, pareil, de déguerpir vite fait. Donc ça nous laissait en fait à peu près 2 mois et demi d'intervention, donc sur 3 ans, et on a pu réaliser ainsi comme ça 13 diagnostics sur donc 240 hectares. Et ces 13 diagnostics, donc certains ont été négatifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas détecté de vestiges, d'autres ont été positifs, et au travers des vestiges découverts et positifs, eh bien ça a donné lieu à 4 prescriptions de fouilles préventives. Donc il y en a eu 3 qui ont été réalisées en 2022. L'île Poula, l'île aux Moines, qu'on ne présentera pas ce soir parce que c'est un tout petit site et pour l'instant on n'a pas assez de données pour pouvoir les présenter, et l'île Coton que Anne vous présentera tout à l'heure. Et en 2024, donc on est revenu sur l'île Coton, elle vous expliquera pourquoi, et parallèlement à ça, moi je suis retourné après sur l'île Mouchet, juste en face, pour également un autre type de site qu'on va vous présenter juste après. Alors voilà, c'était juste un exemple pour vous montrer que même si des diagnostics étaient, on va dire, négatifs, c'est-à-dire c'est ceux qui sont en rose pâle ou orangé, comme vous le voyez, rose pâle, oui. Eh bien, en fait, ils n'étaient pas totalement négatifs, puisque, comme vous pouvez le voir, on a pu détecter plusieurs types d'aménagements, alors que ce soit des digues, des piles de pont, des épaves, comme vous voyez en bas ici, par exemple, différents aménagements linéaires composés de pieux et d'empierrements. Mais tout ça, le service régional d'archéologie a décidé que les données des diagnostics étaient suffisantes et que ça avait pas, enfin, il n'était pas utile de lancer des fouilles complémentaires dessus. Donc c'est pour ça qu'on est finalement recentré sur 4 fouilles en particulier. Ce milieu, il est assez particulier, il nous a donné beaucoup de contraintes qu'on a été tenus de respecter. Alors d'une part, la protection, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, de la faune et de la flore, donc ces ensembles-là, avec différentes espèces, alors soit qui nichent, comme là par exemple on voit les sternes, donc jusqu'à la mi-août, généralement elles occupent les grèves, donc on ne pouvait pas y accéder. Certaines variétés d'insectes comme la libellule que vous voyez juste en dessous, plusieurs espèces de flore qui également sont protégés pour différentes raisons. Et puis, c'est la période où souvent, c'est la période de gramination, et vous voyez les graines qui s'envolent et tout, et donc évidemment, les pelles mécaniques dedans, ça, VNF ne voulait absolument pas le savoir. Comme je vous le dis, on utilisait des pelles mécaniques. Une pelle mécanique, ça ne marche pas à l'eau, ça se saurait, donc on utilisait du gasoil, des fluides qui utilisent de l'huile hydraulique, donc il fallait absolument réduire au maximum l'impact d'une pollution éventuelle. Donc c'est pour ça que là, exceptionnellement, on a utilisé des pelles hybrides, donc semi-électriques, qui permettaient de réduire évidemment d'éventuelles fuites de gasoil, sachant que c'était des pelles neuves. Et puis la dernière contrainte, c'était que suite à nos passages, puisque comme vous pouvez le voir, on faisait quand même des tranchées assez conséquentes, et bien suite à notre passage, même si la Loire, on sait très bien que les mois qui suivent après, elle recouvre tout, il ne fallait qu'il n'y ait plus du tout aucune trace de nos investigations. Alors, en fait, là, vous voyez le périmètre en blanc d'un des secteurs qu'on a fait. Là, en l'occurrence, c'était un secteur au-dessus du pont d'Anceny, de 25 hectares. On a réalisé la première année, en fait, des sondages comme on fait habituellement sur différents types de projets que vous avez pu voir parfois sur des projets immobiliers sur vos communes. Donc, on a réalisé des tranchées de 20 mètres de long sur 3 mètres de large. Donc, vous voyez, c'est quand même pas des petits trous. Et même parfois des tranchées linéaires continues sur plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Et ces tranchées, en fait, elles avaient pour but de détecter, d'accrocher éventuellement des vestiges enfouis qu'on ne voyait pas. Et ça permettait ainsi, comme ici par exemple, on a pu détecter à l'extrémité, ce que vous voyez secteur 2, l'intitulé, c'était un morceau d'épave, d'une épave, on va dire, d'époque moderne.
Et puis, par exemple, dans la partie haute au nord, là, le secteur 1, là, c'était des vestiges d'une digue qu'on connaît aux très basses eaux, que vous voyez qui se poursuit d'ailleurs en grisé ensuite dans le lit du fleuve. Cette digue, elle avait une datation qui remontait aux années 70-80, datation du Xe siècle, et donc on l'a accrochée sur le périmètre, ce qui nous a permis de l'étudier un peu plus en détail. Le seul problème, c'est qu'en réalisant ce type de sondage, eh bien, on passe un temps fou, sachant qu'on descendait en moyenne entre 4 et 5 mètres de profondeur. Et comme on travaille dans un encaissant totalement instable, le sable, vous pouvez constater que sur la petite photo du haut, on commençait avec déjà un cratère à 3 mètres de large, et plus on descendait profondément, donc arrivé à 4-5 mètres de profondeur, ce cratère, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça part en sape, et finalement on se retrouvait avec des tranchées qui faisaient plutôt 6 à 7 mètres de large, et donc on brassait une volumétrie énorme de matériaux, donc on a passé un temps fou. Donc très vite, au bout de cette première saison, où on a traité les périmètres prescrits, très vite, les services de l'État nous ont demandé de revoir un peu notre copie, d'adapter les méthodes de prospection en fonction du milieu. C'est pour ça que dès 2020, en fait, on a utilisé une première méthode, la prospection géophysique, qui venait compléter, ou du moins qui venait faire une première approche avant d'aller faire les sondages. Donc le principe est simple, c'est un quad qui tire un radar, donc c'est la plaque que vous voyez derrière. Cette plaque, donc c'est un radar qui envoie des ondes dans le sol, des ondes électromagnétiques. Ces ondes transpercent les sols sableux, et dès qu'elles rencontrent un écho, quel qu'il soit, une pierre, un bois ou autre, eh bien l'écho remonte et on l'enregistre au fur et à mesure. Donc sur le quad, il y a l'ordinateur en direct, donc celui qui pilote déjà voit automatiquement ce qui se passe à l'endroit où il passe, et le soir même, en fait, on traite les données sur le terrain, comme vous pouvez le constater, et ces données, en fait, elles me sont remises dès le lendemain matin, et moi, avec l'appel mécanique, je vais venir pour faire des sondages juste aux endroits où il y a eu des anomalies détectées. Alors ces anomalies, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'arrive pas à discerner. On sait juste que ça peut être naturel, des couches de vase, il y a des dépôts de crues, ça peut être des dépôts organiques, type bois flotté, qui sont venus s'accumuler, mais ça peut être également des aménagements anthropiques, donc des aménagements réalisés par l'homme, et donc c'était le but de nos sondages, qui nous permettait, d'abord de couvrir plus rapidement les surfaces avec la géophysique, d'éviter d'ouvrir de manière inutile on va dire des milliers de mètres carrés de sable et de milliers de mètres cubes. Alors il y avait des contraintes quand même, la prospection géophysique, ça demande en fait des passages réguliers, donc si vous voyez sur la première photo à gauche, les franchissements des barrages, des fameux épis, on était tenu de ne pas y toucher, donc on a été obligé de réaliser des dômes de sable, je ne sais pas si vous pouvez le voir au fond, des dômes de sable qui nous permettaient, nous avec l'appel, aussi d'accéder de secteur en secteur. Mais il y avait 3 éléments qui nous gênaient, parfois même qui nous empêchaient. Le premier, c'était toutes les dépressions que vous trouvez souvent au dos des épis liées au courant, donc des dépressions assez marquées dans le sable qui empêchaient le géoradar de passer. La deuxième contrainte, c'était le couvert végétal que vous pouvez avoir sur les grèves. Dès qu'il y a un peu trop de végétation, ça empêche la lecture du sous-sol. Donc quand on pouvait, on envoyait l'appel en avant pour nettoyer, au moins faire quelques bandes, mais autrement, on laissait le couvert végétal en place. Et le troisième élément qui nous gênait, c'était l'eau. Malheureusement, on est dans le fleuve, donc l'eau était omniprésente, mais on pouvait descendre quand même jusqu'à 4-5 mètres de profondeur avant d'arriver sur la nappe. Dès qu'on arrivait sur la nappe, là, les ondes étaient totalement brouillées. Alors voilà ce que ça peut donner. Alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. C'est 2 exemples. Donc à gauche, c'est juste pour vous illustrer les passages. Alors, c'est les bandes vertes. Je ne sais pas si vous les voyez, il y en a qui partent du nord au sud, et puis celles qui partent, fais attention à ta tête Anne, celles qui partent d'est en ouest, et donc c'est les passages répétés du quad, et tous les petits points rouges, en fait, c'est les échos, les anomalies qu'il a pu détecter. Et en fait, ensuite, je suis venu avec l'appel, c'est le même secteur, mais sauf que là c'est un zoom, et par exemple là, le périmètre de l'île Poula, qui faisait à peu près 22 hectares, eh bien j'ai été sondé juste sur les échos. Donc c'est tous les petits quadrilatères que vous voyez de couleur, jaune et orange. Jaune, ce sont les quadrilatères qui ont révélé des anomalies naturelles, comme je vous l'expliquais, donc des anomalies soit sédimentaires, soit organiques. Et les sondages orange, les quadrilatères orange, là c'est des aménagements anthropiques qui ont été détectés, donc que je vais vous présenter après.
Donc là, je vais passer la main à Anne, qui va vous présenter la première série de sites de l'île Coton. Donc il y a l'île Coton 1, 2, 3, 4, vous allez voir. Et je la laisse parler et se présenter. Donc voilà l'île Coton. Alors elle s'étend, elle continue un petit peu là sur votre gauche. Et le site archéologique correspond aux 2 rectangles rouges et les petites barres jaunes correspondent aux épis qui vont être modifiés par les travaux. Oui. Donc vous voyez que ça fait quand même un site assez développé d'1 hectare, juste donc après le pont d'Ancenis, avec 4 secteurs. Donc premier secteur, secteur 1 dans ce cercle-là, le secteur 2 dans celui-là, secteur 3 et secteur 4. Alors le secteur 3 tout au nord, tout à l'ouest, à l'est, était négatif. Donc on a fait une ouverture et très rapidement on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vestiges archéologiques. Donc on s'est concentré en 2022 sur le secteur 1 et le secteur 2 et un petit peu sur le secteur 4 que vous avez ici. Le rectangle blanc tout du long, donc c'est l'épi du XXe siècle qui vient barrer l'ensemble du terrain. Et vous voyez donc que l'eau est quand même très très proche. Juste pour information, je pense que vous savez tous ça, c'est qu'en fait, à ce niveau-là de la ville d'Ancenis, on subit les marées. Donc on a la marée haute, la marée basse, avec le niveau de la Loire qui monte ou qui descend et qui est avec une amplitude plus importante au niveau des grandes marées. Donc plus le coefficient de marée est fort, plus l'eau monte de manière importante. Alors, ce secteur 1 et ce secteur 2 nous ont révélé des vestiges que le diagnostic n'avait pas permis de révéler. C'est-à-dire qu'on avait répertorié sur le secteur 1 et le secteur 2 un total de 3 épaves, donc 2 sur le 2 et 1 sur le 1. Et au fur et à mesure de la fouille, eh bien, les épaves, les vestiges se sont ouverts à nos yeux petit à petit pour au final nous faire découvrir 10 bateaux, 10 navires positionnés, donc 5 sur le site 1, 5 sur le site 2. Alors j'ai utilisé là le symbole cartographique de l'épave, vous voyez le petit symbole jaune, je ne sais pas si les personnes du fond voient, mais donc pour représenter les épaves et leur position. Donc on a 4 là et une 5e qui est au centre de ce triangle formé par le site 1 et 2, mais qui est rattaché à celui-là. Donc ça fait bien 5 et 5. Voilà, avec une qui était en travers, qui était assez surprenant, un drôle de type de bateau qu'on ne s'expliquait pas bien. Et vous allez comprendre après de quoi il s'agit. Donc c'est ce vestige-là. Vous avez les archéologues à côté qui vous donnent l'échelle. Ouais, on peut avancer. Donc cette technique de fouille, eh bien, en fait, on l'a adaptée au site de l'île Coton, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais découvert des bateaux dans ce contexte. Comme vous pouvez le voir, ils sont quasiment à la verticale, hein, posés sur un flanc et presque debout. Ce qui veut dire que c'est des positions pour nous inconnues. Habituellement, on est plutôt à l'horizontale. Donc là, il fallait inventer des techniques, une position du corps pour arriver à fouiller ces différents navires sans les abîmer, sans les dégrader, sans perdre d'informations et sans que les gens se blessent non plus. Donc on a commencé avec un gros travail de décapage à la pelle mécanique.
Comme le disait Yann tout à l'heure, c'est des mètres cubes et des mètres cubes qu'on doit enlever. Il faut savoir que là, on était à peu près à 1,50 m, 2 mètres sous le niveau quand on est arrivé. Donc cette hauteur de sable à enlever pour arriver sur les vestiges. Sauf à certains endroits où on avait beaucoup moins de sable parce qu'on voyait des parties, des bateaux qui dépassaient. Et notamment toutes les parties hautes, vous voyez, toutes ces parties-là. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc décapage à la pelle mécanique. Petit à petit, le bois sortait. On mettait des petits jalons, on en verra plus tard, qui nous donnaient les positions des différentes pièces de bois. Et de cette manière-là, les bateaux ont commencé à se dessiner. Et là, on était un peu surpris du nombre et on avait un peu du mal à y croire, mais c'était bien réel. Alors, on a c'est ce que vous avez sur cette image-là, on a un dôme de sable comme une digue qui fait à peu près 1,50 m, 1,80 m de hauteur. Et sur cette digue, on a plaqué des navires remplis de pierres. Alors je pense que voilà, l'image suivante, vous allez mieux comprendre. Donc vous voyez, mes collègues sont en haut de la dune. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des pièces de bois qui sortent, là, vous voyez, et un tas de cailloux. Donc c'est compliqué à fouiller. Vous voyez qu'on a aussi beaucoup utilisé l'eau puisqu'elle était très présente. Et on a nettoyé, fait partir le sable pour donc mettre au jour cet amoncellement de pierres qui est vraiment constitutif de l'ensemble archéologique, c'est-à-dire que ça a été fait à la même époque et probablement rechargé en pierre après pour constituer donc ce rempart contre le courant, contre la Loire. Et alors là, je vous ai parlé des jalons, vous en avez quelques-uns ici. Donc on a fouillé étape par étape, on a enlevé le sable. Après, on a nettoyé le sable, on est arrivé sur les pierres. Ensuite, on a enlevé les pierres et on est arrivé sur le bois, sur les bateaux. En enregistrant systématiquement tout archéologiquement, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des photogrammétries. Donc par le biais de la photo, on va faire comme un grand pulse qu'on va reconstituer pour avoir toutes les couches. Donc, vous avez devant vous le secteur 1 avec quelques-unes des épaves. Donc, on en a une ici, un grand chaland qui fait 22 mètres de longueur. Un deuxième ici, 18 mètres. Vous voyez que celui-là était très, très gros, très lourd et qu'il a on est quasiment sûr qu'en fait, il a glissé. Il n'a pas pu être maintenu dans sa position verticale, il a glissé et donc il s'est un peu décalé. Donc un bateau, 2 bateaux, 3, il y en a encore 2 derrière. Donc l'image est en cours de fouille. Voilà, les bateaux sont complets de l'avant à l'arrière. Les seules choses qui manquent sont les parties qu'on appelle en élévation, donc le bordé, où on n'a pas la totalité de la hauteur sur la partie haute, mais on l'a par endroits sur la partie basse, puisque à ce niveau-là, la Loire alimente toujours en eau, et donc le bois se conserve très très bien dans l'eau. On a un ensemble de navires qui sont tous en chêne, construction totalement en chêne, chevillage en chêne, ce qu'on appelle l'érable, donc les parties transversales en chêne, la sole en chêne, tout est en chêne. On n'a trouvé aucune autre essence. Et ces navires, donc, comme je vous disais, sont construits, assemblés par Gournable, donc chevillage bois, pas du tout de métal, pas de fer, pas de clous. Donc c'est remarquable, c'est une très belle construction. Juste à certains éléments, vous voyez, on a des pièces qui sont complètement distordues, tout simplement parce que on va prendre le bois qui est à portée de main, qui est là, qui est présent. C'est une branche qui tourne, peu importe. On va la raboter un petit peu pour la mettre bien à plat et ça va remplir le travail qu'on attend. Oui.
Donc, voilà, ces pièces dont je vous parlais, par exemple, vous voyez, celle-là, elle est complètement courbe. Ben, peu importe, on va venir la compléter par une autre qui va donner la longueur totale et qui va permettre l'assemblage. Donc, ces bateaux, donc, vous voyez, on les a... Alors, une autre contrainte, ce que vous pouvez observer ici, ce sont des serpillières, parce que le bois, dès qu'il est à l'air libre, au vent, au soleil, eh bien, très vite, la surface va se dégrader. On va perdre beaucoup d'informations. Sur des bois comme ça, on est capable de retrouver des traces d'outils. Est-ce que c'est la scie? Est-ce que c'est l'herminette? Est-ce que c'est la hache? Et donc, archéologiquement, c'est très important de pouvoir garder le bois, en tout cas sa surface, indemne. Donc, on va bâcher à pour chaque pause durant midi, quand l'équipe retournait à terre pour déjeuner, on bâchait toutes les épaves. On revenait, on débâchait, et ainsi de suite, au fur et à mesure de l'étude. Voilà, donc là, une autre image pour que vous puissiez... voyez l'intérêt aussi de cette fouille qui était quand même assez extraordinaire, aussi bien en termes de nombre de bateaux, mais aussi en qualité de la conservation. Vous voyez qu'on a gardé les angles donc des levées des bateaux et qu'on a la totalité donc, de l'avant à l'arrière, de la proue à la poupe, enfin ça c'est plutôt marine, mais de l'avant à l'arrière. Et on a certaines parties comme les gétraux qui sont vraiment caractéristiques des navires de Loire qui sont conservés. Donc vous avez vu au début, l'eau était très proche et donc toute la partie du secteur le plus proche de la Loire était en permanence en eau. Alors très peu d'eau, mais trop d'eau pour le fouiller de manière terrestre, ce qui fait qu'on est passé au mode plongée et donc on a fait intervenir l'équipe aquatique de l'INRAP pour pouvoir enregistrer et documenter ces épaves. Alors l'eau est pas très claire, hein, mais malgré tout, c'est des conditions suffisantes pour arriver à étudier. Vous voyez l'image sous-marine là. Bon, il y a une petite vase qui pose sur les vestiges, mais malgré tout, si on est précautionneux, c'est-à-dire qu'on ne remue pas cette vase-là, on arrive à très bien voir, même faire des photos. Et là aussi, on a travaillé avec un système de photogrammétrie, donc une couverture photo pour servir de plan, en fait. Voilà. Alors, l'intérêt donc de travailler sur ce type de vestiges, c'est qu'on va vraiment pouvoir les détailler en gros plan. Vous avez par exemple ici le système de palatrage de ces navires, c'est-à-dire le palatrage va créer l'étanchéité. Ce mode de construction est typique des navires de Loire. Là, on est sur des bateaux donc, du XVIIe et XVIIIe siècle. On connaît ces bateaux depuis des gravures, et encore il n'y en a pas beaucoup, depuis des tableaux, mais on n'arrive pas à aller jusqu'à la précision d'un site archéologique, comme par exemple celui-là. Et notamment, donc, ce système de palatrage sont des petites planches qu'on va venir clouter. Alors, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de clou dans la construction en elle-même, mais là, disons que si on enlève ces clous-là, le bateau navigue. Mais donc ces systèmes de palatrage vont permettre de masquer un cordon d'étanchéité qui est fait par de la mousse végétale, de la mousse de forêt, qu'on va venir mettre en pression par en dessous, et sans goudron, sans aucun lien, hein, et on a retrouvé ces mousses. Et les palatrages sont des pièces intéressantes parce qu'on a retrouvé aussi dans ces pièces-là des éléments de douelle de tonneau, donc de douve de tonneau,
qui montre qu'il y a un réemploi et qu'on est vraiment bien dans un contexte de Loire et que le charpentier qui va travailler à la tonnellerie peut éventuellement travailler aussi à la construction de navires. Et donc là, ça nous permet de redonner tout un contexte d'activité des bords de Loire et des ateliers de charpente et de l'utilisation donc du chêne sur les bords de Loire. Oui. Donc, comment est-ce qu'on a travaillé pour étudier ces navires? On les a, je dirais, à 80% démontés les uns après les autres. On a démonté, chaque pièce a été étudiée, ce qui fait qu'on a, on a à peu près 700 à 800 fiches d'études de chacune des pièces, une fiche par pièce de bateau, où on a regardé l'écartement des chevilles, on a mesuré les diamètres des chevilles, l'épaisseur des planches, enfin voilà, c'est une étude archéologique, toutes les pièces constitutives sont mesurées, décortiquées, certaines aussi ont été enregistrées en 3D pour avoir tous les détails. Après, on fait des prélèvements pour identifier la nature du bois utilisé et pour dater. Donc ça, c'est xylologie, dendrologie. Voilà cette image. Et donc, on remplit des fiches. Voilà. On a également fait des prélèvements palynologiques, donc pour arriver sous les planches à déterminer les pollens qui étaient présents au moment où les bateaux ont été mis en place. Vous voyez l'emplacement. Oui. Et juste là, ces images-là sont donc ce que je vous décrivais tout à l'heure, une photogrammétrie. Donc c'est un assemblage de photos. Hein, c'est pas une photo aérienne, c'est on va dire 500 photos qu'on va remonter et avec lesquelles on va créer un ensemble, mais qui est un ensemble qui n'est pas déformé, c'est-à-dire que les photos ne sont pas déformées et elles permettent de restituer un plan. On peut dessiner d'après cet assemblage de photos. Et sur le grand chaland, celui qui a glissé qu'on a vu au début, on a constaté que la partie, l'épave qui était transversale, qui n'était pas dans le même sens que les autres, était un morceau de ce chaland, et en l'occurrence l'avant. On a un architecte naval qui a travaillé avec nous et qui a, d'après les calculs de jauge qu'on utilise pour les bateaux actuels, refait les volumes et reconstitué l'épave pour lui redonner sa taille réelle avant d'être une épave. Donc c'est ce grand chaland pour lequel il a reconstitué l'ensemble. Et vous voyez que la pièce avant, voilà, correspond à cette partie-là. On a mis un mât aussi pour avoir on a des pieds de mât sur nos épaves. Les mâts ne sont pas conservés, mais les pieds de mât, oui. Donc on a les emplacements des pieds de mât. Voilà, donc qu'est-ce qu'on connaît des bateaux de Loire? Bon, là, ce sont des représentations peintes sur de la céramique. Bon, on sait qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'on connaît à l'heure actuelle, qu'il y en avait de toute taille, et que principalement, elles étaient liées à la pêche, au transport, de montée, de descente. Et surtout, l'intérêt, c'était de pouvoir porter des charges lourdes, des charges qui étaient compliquées à transporter par les chemins. Et donc, qu'est-ce que vont porter ces navires? Comme vous représente ces gravures, le blé, le sel, tous les matériaux de construction aussi, et également tout ce qui va être charbon, mais également la poterie. Et donc la Loire est là pour alimenter les ports maritimes, le port maritime de Nantes et autres, et également remonter les cargaisons de la mer vers l'intérieur de la terre. Ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir, les bateaux donc sont alignés sur ce flanc là, parallèlement à la Loire, et donc sur ce flanc là. Alors, bon, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette position.
mais je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Là, je voulais mettre un focus sur ce secteur 4 qui constituait un petit dôme de pierre et qui est, vous voyez, quasiment perpendiculaire à ce grand espace, cette grande digue du secteur 2, vous voyez, qu'on a fouillé cette année. On avait commencé en 2022 et on a fouillé cette année en complément. Alors, donc, vous voyez les bateaux, vous voyez ce secteur 4 qui forme un dôme avec l'épi du 20e qui barre l'ensemble de l'espace. Encore. Et donc, voilà, c'était curieux cet espace-là qu'on a commencé à fouiller juste à la fin de la campagne de 2022. Et en fait, pour vous dire, déjà de 3 bateaux, on était passé à 10. Et donc, on commençait un peu à freiner en disant, là, si on a encore 5 sous celui-là, comment est-ce qu'on va faire? Et en même temps, on était dans la limite de notre emprise de fouille. C'est-à-dire, en contexte archéologique préventif, il y a des limites et ces limites ne doivent pas être dépassées puisque elles correspondent aux autorisations qui sont données par l'État. Donc ce dôme couvert de pierre, voilà, qui posait question. Et alors là, il faut que vous puissiez regarder cette image-là. C'est une image pareille, vue de haut. Et on a découpé à l'intérieur donc, de cette, comme une tranche de gâteau, que vous avez ici 2 faces. Donc là, c'est comme si vous regardiez le gâteau quand on l'a coupé, ce que vous allez trouver à l'intérieur du gâteau. Quelles sont les couches et qu'est-ce qu'on va manger? Alors, eh bien, on a découvert une construction qui est totalement différente des 2 autres secteurs, avec des sablières, donc qui sont les rectangles là orange, et des poteaux, là encore au-dessus, là et là, et des planches qui forment un coffrage. Et j'attire votre attention sur le fait que donc les sablières sont en escalier. C'est-à-dire qu'il y a un côté bas, donc là c'est sur notre gauche, c'est les bateaux. La Loire est derrière, voilà. Et donc vous avez ici, juste pour une petite information, les différents lits, enfin les différentes activités de la Loire au fil du temps, sachant que quand on a un niveau gris comme ça, c'est un niveau très calme de la Loire où les sédiments vont se poser. Oui. Donc on a fouillé, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc là, vous l'avez en réel et en image. Donc les sablières, une sablière, 2 sablières, les planches de coffrage, un système de clavettes, c'est-à-dire tenons et mortaises. Donc ce bois rentre dans la sablière et le tout recouvert de pierre, principalement de sable et de pierre. Les bateaux sont juste là. Et la grande surprise, c'est qu'on a fait des analyses au carbone 14 et qu'on a trouvé comme datation 2e siècle de notre ère, alors que sur les bateaux, on est 17e et 18e siècle. Donc rien à voir, pas même chronologie, pas même fonction. Et si on schématise, donc on reprend notre tranche de gâteau, on est de face en axonométrie, on a nos sablières, le système de clavetage et de pieux. Vous voyez les pieux qui vont venir s'encastrer. Les sablières ont des encoches pour recevoir les pieux. Donc on est dans une construction très forte, on a encore du chêne. Ces pieux font 40 cm de section et 2,70 m à 3 mètres de hauteur. Ouais. Donc l'intérêt archéologique, d'abord la datation pour l'histoire de la Loire, c'est exceptionnel. On a très très peu de vestiges de cette période-là pour l'histoire même de la Loire. En gros, dans le lit de la Loire, c'est le seul, à ma connaissance.
voilà, qui a été découvert, hein, bien évidemment. Et de ce fait, il y a eu un prolongement de fouilles donc, sur 2024. Donc là, vous avez l'image donc, de ce secteur 4, de ce dôme, sauf qu'on l'a dégagé en complet, et il forme alors c'est tout nouveau, hein, on a arrêté les fouilles là en octobre. Il forme des pans comme ça, voilà. Il y en a un autre là. En fait, c'est une forme, je ne vais pas dire en étoile, mais en hexagone, octogone. Vous avez l'île de la Loire, Nantes est en haut, et la tête de l'île Coton, qui est juste ici. Et l'ancien épi qu'on a enlevé, voilà, là. Ouais. Voilà, survol drone et photogrammétrie par drone. Alors la tranche de gâteau qu'on a vue tout à l'heure, elle était là. Voilà. Ouais, suivante. Donc, en gros, l'espace que doit avoir, enfin la forme générale qui est représentée donc par le trait blanc de cet aménagement, ouais. Sauf que à l'état actuel de l'étude, eh bien, on est en plein questionnement parce que est-ce qu'il s'agit d'un pont romain, mais là, en ce moment, il se situerait au milieu du fleuve, donc ça veut dire déjà que le fleuve a bougé. Et puis, est-ce qu'il s'agit d'une pile de pont? Là, on a une pile. Est-ce qu'il y a des piles ailleurs, mais on ne les a pas découvertes? Est-ce qu'il s'agit, comme ici, d'un ponton, hein, d'une cale de déchargement? Parce que l'étude a permis aussi de découvrir qu'on avait une cale, un plancher de cale qui descendait avec une inclinaison liée à l'inclinaison des sablières. Ce qui veut dire qu'on a un système de chargement-déchargement des matières premières. Ou bien, est-ce qu'on est dans un système, comme la dernière image, de matérialisation de la direction de la navigation à prendre, c'est-à-dire, sans parler de phare, mais un aménagement qui va dire au bateau, vous prenez à droite ou vous prenez à gauche, parce que là, il y a plus d'eau ou moins d'eau. Voilà, donc tout ça, c'est le questionnement et l'étude qui va nous permettre d'y répondre, qui est en cours à l'heure actuelle. Voilà, je repasse la voix à Yann. Bon, ça va pour l'instant? Vous suivez? Du 17e, on est descendu au 2e siècle. Là, maintenant, je vais vous emmener au 12e siècle. Et on va remonter un peu la Loire sur une quinzaine de kilomètres, puisqu'on va aller sur la commune du Marillet. Ouais, vas-y, ouais. Là, un petit peu comme il y a beaucoup de choses, vous allez voir beaucoup de parallèles, pas au niveau des sites, mais au niveau évidemment du milieu. Là également, donc, on a travaillé sur 4 gisements qui étaient vraiment situés en bordure du chenal. Hein, on est en pleine période estivale en 2022. Et vous voyez les périmètres des fouilles qu'on avait délimités avec des filets orange. Donc là, il y a 2 périmètres de fouilles, puisqu'en fait, on avait en tout 4 sites que j'avais détectés en 2020 lors du diagnostic. Et au moment du diagnostic, en fait, au vu de ce qu'on avait partiellement dégagé, j'avais identifié ou proposé comme hypothèse l'installation de 3 pêcheries fixes, et un 4e site qui, alors, lui, différait un peu au niveau de sa configuration et de son aménagement. Et la proposition que j'en faisais, c'est qu'on était en phase d'aménagement lié à de l'activité meunière hydraulique. J'avais fait également 4 prélèvements C14 en carbone 14 pour avoir une idée des datations de ces 4 sites qui sont distants tous les 200 mètres l'un de l'autre, donc à peu près sur 800 mètres linéaires, vous avez 4 gisements installés. Et en fait, chronologiquement, alors ce ne sont que ces carbone 14, on a une fourchette chronologique qui se tient et qui, on va dire, couvre tout le XIIe siècle, voire l'amorce du début du XIIIe siècle. Donc, ouais, vas-y, tu peux. Comment on a procédé? Évidemment, on a lancé les décapages à l'aide de pelles mécaniques. Alors là, vous les voyez très bien ici en action. Les 2 autres qui étaient au fond, c'était 2 pelles qui étaient tombées en panne
volontairement, puisqu'on les avait aidés à tomber en panne à l'époque. On nous les avait immobilisés. Et donc on a décapé en fait pour arriver sur les niveaux archéologiques. Donc c'est le sol que vous voyez ici, sur lequel reposait une multitude de pierres, alors soit de manière très éparse, comme ici, soit au contraire de manière très concentrée. Et comme l'a évoqué Anne, alors moi j'avais pas de bateau sur les 4 sites, mais on avait les mêmes méthodes, c'est-à-dire nettoyage manuel, avec nos petites mains, et puis sans possibilité d'évacuer avec des engins, mais surtout avec nettoyage avec l'eau, puisque là l'eau qui est très souvent l'ennemi de l'archéologue, puisque évidemment dès qu'on a la présence de l'eau, ça nous gêne pour fouiller, donc on est très souvent là en train de pomper pour évacuer l'eau. Là en fait on pompait non pas pour évacuer l'eau, mais en fait pour la rejeter sur les vestiges, en l'occurrence les empierrements, qui permettaient de chasser tout le sable et mettre à nu aussi bien la partie pierre que surtout la partie bois. Alors, ce qui est intéressant dans cette zone, dans ce secteur, c'est qu'il y a une anomalie géologique qui se passe dans le fleuve, entre grosso modo, alors je ne sais pas si visuellement vous allez pouvoir voir, si vous connaissez la commune de Montrelais, au-dessus de Varade, donc on est à peu près par rapport au site à 7-8 km en amont, jusqu'à la commune de Hannay, donc commune qui est mitoyenne avec celle d'Ancenis. On a en fait un sous-sol qui, au lieu d'être sableux comme on retrouve partout dans l'île de la Loire, sur plusieurs mètres, on a un sous-sol extrêmement argileux que vous voyez ici sur les 2 clichés, et c'est un limon argileux extrêmement induré, donc vous marchez dessus, vous avez l'impression de marcher sur de la pierre. Et ça, vous le voyez tous les étés, ça se présente sous cette forme-là, sur lequel on retrouve ces blocs éparses qui reposent, et en fait, ce sous-sol naturel, eh bien, il remonte légèrement le fond de lit du fleuve, ce qui fait que ça provoque un seuil naturel qui se développe donc sur à peu près entre 5 et 7 km linéaires. Et eh bien, comme par hasard, c'est sur ce secteur-là qu'on a trouvé le plus de vestiges, et en l'occurrence les 4 sites, qui se sont installés volontairement et a priori en ayant connaissance de ce sous-sol, pour installer leurs aménagements en fichant les pieux qui vont constituer les ossatures des aménagements, et puis en rajoutant les empierrements par-dessus. Alors, on peut passer à la suivante. Donc là, voilà, les présentations, en fait, juste pour donner quelques exemples de types de vestiges. Alors, même méthode que sur le site de Anne, on a utilisé énormément nos petits jalons orange, qui là, en l'occurrence, ne matérialisent pas des éléments de bateau, mais des pieux, donc tous les éléments organiques, qui constituent les ossatures des aménagements. Alors il y a des aménagements, vous voyez, linéaires, assez longs. D'autres, sur celle-ci on ne voit pas trop, mais en fait ça dessine des lignes, mais vous allez voir après qui dessinent des grands V. On a également des aménagements qui sont bordés par des lignes de pieux, qui dessinent des grands V, au sein duquel il y a des grandes plateformes empierrées. En l'occurrence, le fameux site 3 que j'avais détecté et dont la probabilité que ce soit des aménagements liés à l'activité hydraulique était l'hypothèse première, et autrement on va dire des digues, des duits, aménagés également à l'aide de pieux et donc de pierres. Là également, il avait fallu adapter une méthode dans ce type de site, puisqu'on ne fouillait pas des sites classiques avec des aménagements classiques, on est dans un milieu extrêmement dangereux, parce que on est au bord du chenal, donc on peut à tout moment, évidemment, il peut y avoir des risques de noyade, etc., etc. Les outils qu'on utilise, là c'est pareil, on a utilisé énormément la mini-pelle que vous voyez au fond. Mini-pelle pour pouvoir extraire les pieux, puisqu'en fait ce type de gisement ne peut être daté que par l'entremise de ces pieux, qui sont les seuls éléments qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des datations fines sur la construction, l'élaboration, les phases de réflexion et les phases d'abandon de ces aménagements. Le mobilier qu'on va retrouver, pour ceux qui se baladent sur les grèves de la Loire, ce mobilier en fait va rien nous apporter en information chronologique, puisque c'est du mobilier qui est charrié par le fleuve tous les étés, chaque saison. Et donc on va retrouver aussi bien du matériel qui remonte à la période néolithique jusqu'aux périodes actuelles. Donc le mobilier archéologique classique que l'on retrouve d'habitude, qui nous permet de dater
on l'évacue, on n'y pense pas. Donc les seuls éléments qui nous permettaient de dater les aménagements, c'était les pieux, et pour cela, il fallait absolument les extraire pour pouvoir effectuer des prélèvements. Ça nous permettait ensuite, alors, on les extrayait à la mini-pelle, ensuite, comme c'était loin de tout, on était obligé de les emmener à la main, on les emmenait sur des plateformes naturelles qu'on utilisait au milieu de nulle part. Sur ces plateformes, en fait, on prenait déjà les premières informations, mensuration, photographie, enregistrement, qu'on faisait tout sur place. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on découpait un échantillon pour pouvoir ensuite les envoyer au terme de la fouille en analyse pour aussi bien déterminer les essences utilisées, mais surtout pour avoir les datations dendrochronologiques, comme Anne vous a évoqué. Donc le principe de la datation dendrochronologique, si vous ne connaissez pas, c'est on calcule le nombre de cernes qui est disponible sur la pièce de bois, et puis après il y a des référentiels qui permettent de resituer sur des fourchettes chronologiques de manière assez précise, c'est-à-dire à la dizaine d'années près, on va dire la pièce de bois à laquelle elle correspond. Et si en plus par chance on a encore l'aubier, donc la phase terminale de croissance du bois au moment de sa coupe, qui est encore présent, et bien si on a l'aubier, on va pouvoir avoir l'année près de la coupe d'abattage de la pièce de bois. Et même si, et encore, on peut même pousser encore un peu plus loin, c'est que si vraiment les échantillons sont excellents, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute l'intégrité de la pièce de bois coupée, eh bien on va pouvoir déterminer la saison de l'année de la coupe de bois. C'est-à-dire savoir si c'est au printemps, à l'automne, qu'a été coupée cette pièce. Donc, c'est pour ça que sur ces aménagements, qui sont constitués essentiellement de bois, puisque là vous allez pouvoir voir sur les 2 premiers sites qu'on a fait, on a détecté sur le site 1 153 pieux et sur le site 2 presque 500 pieux, qui dessinent donc, comme vous voyez, des lignes, qui dessinent des grands V. Alors des grands V orientés la pointe vers l'amont, mais également des grands V avec des pointes orientées vers l'aval. On va y revenir juste après. Et associé à ça, donc des empierrements. Le tout marche ensemble. Vous allez voir après, je vais vous expliquer. Et donc sur ces aménagements, le service de l'État m'ont dit, écoute, pour essayer de comprendre et avoir les datations les plus fines, puisqu'on sait très bien que ça ne s'est pas fait d'un seul tenant, qu'il y a eu différentes phases, eh bien il faut que tu prélèves à hauteur de 25% minimum du nombre de pieux total pour avoir une idée vraiment des phases d'installation, de réfection et d'abandon des sites. Ce qui fait qu'à peu près, eh bien, on a prélevé 600 échantillons, puisqu'on a sorti à peu près 1800 pieux, plus d'autres pièces de bois, sur lesquelles je reviendrai après, qui caractérisent l'activité meunière. Donc ces 600 échantillons, en fait, sont partis en analyse. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous présenter les résultats, parce que je n'ai pas encore les résultats. Mais évidemment, dès qu'on aura les résultats, on vous fera part des datations, puisque là, aujourd'hui, je pars sur une fourchette chronologique 12e, voire tout début du 13e. Mais en fait, on peut très bien s'imaginer que ce sont des aménagements qui, sur un siècle, voire 2 siècles, se développent, évoluent. Et le problème, c'est qu'entre les 4 sites, en plus, je ne sais même pas s'ils sont contemporains. Est-ce qu'ils ont fonctionné de manière simultanée, ou au contraire, on a commencé par 1, 2, 3, on les a installés au fur et à mesure en fonction de l'évolution du fleuve, en fonction des besoins. Tout ça, ça va être les analyses dendrochronologiques qui vont pouvoir me le dire. Suivant. Les 2 sites qui sont juste en dessous, donc 200 mètres plus bas, on retrouve le site 3 avec ces fameuses plateformes que je vais vous montrer en photo tout à l'heure, que vous voyez ici. Donc il y en a 5 en tout, accompagnés d'un duit, d'une digue, qui permettait en fait de canaliser l'eau et de forcer l'eau à passer dans les étranglements, alors pour certains plus ou moins comblés, les étranglements qui étaient ici. On a le site 4 qui est juste en dessous, 200 mètres plus loin, où là il est caractérisé par une digue, alors un petit peu complexe, il y a plusieurs états vraisemblablement, un premier état ici, peut-être une reprise ici, et qui se poursuit sous, je vais mettre là, sous un épi récent, moderne, il n'existe plus, qui était amené à disparaître, et qui a l'air de se poursuivre pour revenir en fait en épingle vers le chenal actuel. Et au sein de cet espace, on retrouve encore une série de pieux à l'intérieur, avec peut-être même un triangle encore en place, une autre petite digue au nord
qu'on a vu juste au tout début et qu'on verra juste après, composé de 3 séries de pieux enserrant un empierrement, et une dernière petite digue ici, qui était composée exclusivement de pieux, mais qui par contre avait coincé dans, on va dire, dans son ensemble, des éléments de meunerie. Suivante. Donc là, c'est le principe schématique un petit peu aussi bien pour les digues que pour les plateformes de construction des 4 sites. En fait, on a noté qu'au départ, ils utilisaient un bourrelet de sable, ce que vous voyez en jaune, un bourrelet de sable naturel, un cordon, une sorte de petit cordon dunaire, dans lequel ils vont glisser et faire reposer énormément de branches. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici ou ici, mais on va le voir juste après, de toute façon. Attends. Et ces branches, en fait, vont permettre et éviter que l'empierrement qui va être posé dessus vienne s'affaisser dans le cordon dunaire. De part et d'autre, on va implanter au moins 2 lignes de pieux, voire 3. 3, pourquoi? Parce que dans l'espace resserré qui va constituer, on va dire, la façade vraisemblablement la plus exposée au courant, on va glisser dedans des fagots de bois, et des fagots qu'on a retrouvés en fouille, donc là oui, suivant, que vous pouvez voir ici, hein, ici aussi, enfin un peu plus haut, des fagots donc qui étaient disposés en long, fagots qui étaient liés avec le cordon végétal qu'on a retrouvé sur place. Alors voilà comment ça se présentait en surface, hein. On avait les cônes d'érosion des pieux, et là on voyait en fait le début des fagots, et au départ on pensait en fait qu'on était en face de ce qu'on appelle les clayonnages. Donc c'est très souvent ce qui est représenté sur l'imagerie médiévale et même d'époque moderne, mais surtout médiévale, où vous voyez des beaux clayonnages qui sont tressés et tout, autour des pieux et tout. Et bien en fait, en réalité, dans le fleuve, nos ancêtres, eux, ils étaient beaucoup plus pragmatiques. Et en fait, ils utilisaient juste des fagots qu'ils glissaient entre les lignes de pieux, qui permettaient de monter des cloisonnements. Et surtout, c'était plus simple d'une part à réaliser, parce que j'ai du mal à imaginer monter des clayonnages en plein milieu du courant, à faire du tressage d'osier, roseaux et autres, alors que là, les fagots, vous les avez mis en bateau, vous les disposiez dans l'espace, on va dire, bloqué entre les 2 lignes de pieux, et vous pouviez monter vos cloisons, et surtout, les phases de réfection étaient beaucoup plus simples. À l'intérieur, je vous disais des digues, on coupe, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le cordon dunaire jaune, on voyait je vous disais, des branchages disposés pour éviter que les empierrements s'affaissent dans le sable. Et là, vous les voyez très très bien. Alors ici, c'est à l'intérieur donc d'une digue, donc on voit le couvert empierré qui reposait sur cette ossature, en fait c'est une sorte de squelette en bois. Là, on a la même chose, mais au lieu que ce soit pour permettre une élévation d'une structure, donc en l'occurrence une digue, là en fait on va l'installer à l'intérieur des fameux passages que je vous montrais tout à l'heure, à l'endroit où le courant va s'engouffrer entre les plateformes. On va mettre un lit de pierre au fond. Par-dessus, on va disposer un lit de branchage, et puis après encore quelques pierres. Et en fait, ça permet de faciliter, d'abord, le passage de l'eau, d'éviter que ça affouille le fond. Surtout que derrière, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver des engins de pêche, et puis également les roues des moulins bateaux, sur lesquels je vais arriver. Alors, comme je vous disais, moi, la matière essentielle de ces 4 sites, ce sont les pieux. Alors, au départ, c'est comme ça qu'ils apparaissent, des cônes d'érosion, hein, comme vous voyez souvent sur les grèves. Vous voyez des chicots de bois qui apparaissent. Quand on les extrait, vous voyez, on trouve le cône d'érosion ici, et tout le reste qui était enfoui. Alors là, le sous-sol, que je vous expliquais tout à l'heure, a son importance, puisque ce fameux sous-sol de limon argileux a permis de préserver au moment les pointes, comme vous pouvez le voir ici, les pointes même avec toutes les traces d'outils utilisées. Donc là, on fait appel à un spécialiste, le tracéologue, qui va en fait exploiter ces données en faisant des couvertures photos, en mesurant toutes les traces d'outils, afin d'identifier les outils utilisés. En moyenne, tous les pieux qu'on retrouvait faisaient entre 1,50 m et 1,80 m de long maximum. Sauf certains, que vous voyez ici. Là, par exemple, c'est moi qui suis en photo, 1,75 m. Vous voyez, le pieu, il faisait quasiment 6 mètres de haut. Alors ceux-là, en fait, ils sont au sein de la structure, ils n'étaient pas fichés verticalement, mais malgré tout, ils étaient quand même fichés dans les structures, même s'ils étaient couchés, donc on peut imaginer que les différentes
crues successives ont couché à la longue ces pieux, donc ils devaient participer à la structure. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer comment ils ont pu planter ces pieux de 6 mètres de haut, sachant que le diamètre à la partie haute n'excède pas 7 cm. Donc, on a du mal à imaginer comment ils ont pu ficher ces pieux, surtout dans un sédiment qui était extrêmement compact, ce fameux limon argileux. Donc, pour l'instant, c'est la grande question, savoir comment ils ont pu planter dans ce sous-sol compact et argileux ces pieux de haute dimension. Alors, après avoir enlevé 600 échantillons à peu près, sur les 1800 qu'on a pu identifier, 1800 pieux, donc il y a l'étude dendrochronologique, que je vous dis que j'attends, que je n'ai pas les résultats, mais par contre il y a une autre spécialiste qui a pu commencer à travailler sur les fameuses essences utilisées, donc la xylologue. Et sur les 4 sites, en fait, on retrouve les essences qu'on retrouve dans la vallée ligérienne. Donc, en l'occurrence, le chêne, qui est vraiment la part prédominante, un petit peu comme les bateaux de Han. C'est la part prédominante des pieux, enfin des essences pour les pieux fichés, puisqu'on le retrouve jusqu'à hauteur de plus de 80% sur certains sites. Suit derrière l'orme, qui est un arbre qu'on retrouve dans la vallée. Et puis après, derrière, les différentes espèces qu'on peut trouver dans la vallée ligérienne, le saule, le peuplier, le prunier, le châtaignier, le noyer, l'aulne. On a même du frêne et du bouleau, mais de manière très ponctuelle, sachant que le bouleau est un bois quand même tendre. Et on peut penser que là, on était en face d'une pièce de réfection. Le gars de l'EPA qui est arrivé, il avait ça, entre guillemets, qu'il avait pu trouver en venant, et il a pris son pieu, il l'a mis pour finaliser la réfection. Alors, on est en face de système, au départ, je vous dis, de pêcherie. Et les pêcheries, en fait, vous voyez comment ça fonctionne. Ce sont des grands V, ce qu'on voyait tout à l'heure sur le plan, des petites séries de points que on va voir après, mais bon, on le mettra après. Et en fait, ces grands V, avec les pointes orientées soit vers l'amont ou soit vers l'aval, avaient au bout une nasse qui permettait en fait de capturer le poisson. On avait également, comme on peut le voir sur cette illustration du 18e, des nasses qui pouvaient être aussi à l'intérieur même des V. Avec le collègue Denis, là, qui n'est pas présent ce soir, on avait fait une petite intervention au pied de Saint-Florent-le-Vieil, où on avait commencé déjà à identifier ce type d'aménagement, ce qui permettait de voir en fait une ligne brisée, avec des V donc ouverts dans les deux sens, qui permettait en fait la pêche de poissons, aussi bien de montaison, comme le saumon, que les poissons d'avalaison, comme l'anguille, ce qui permettait en fait une pêche quasiment continue sur l'année. Et ça, il faut le remettre dans le contexte chronologique, on est au XIIe siècle. Au XIIe siècle, on est dans une société qui est régie par les lois catholiques, enfin par on va dire le clergé, qui, on va dire, ponctue toute la vie quotidienne de tout le monde sur toute l'année. Et en fait, eh bien, ils avaient ordonné que, au vu de la religion catholique, il fallait absolument, et c'était obligatoire, manger, enfin ils appelaient ça les jours maigres, donc c'est-à-dire manger aucune viande pendant 120 jours jusqu'à 150 jours par an. C'est-à-dire à peu près, enfin plus d'un tiers de l'année où il fallait manger autre chose que de la viande, donc du poisson pour pallier. Et donc pour répondre à cette demande qui était extrêmement importante, puisque ça concernait toute la population, eh bien il fallait absolument mettre en place des gros systèmes de pêche, de pièges à poissons, qui permettaient ainsi d'offrir sur le marché tout le poisson nécessaire. Alors pour le site, par exemple 2 qu'on a sur l'île Poula, on retrouve bien ces systèmes de V, qui sont matérialisés par les pieux. Alors c'est le site qui est le plus étendu, mais c'est celui qui est le plus érodé sur les 4 sites. Et c'est celui qui a le plus subi, on va dire, les aléas du courant. Et malheureusement, il y a, je pense, une information partielle qui a disparu avec cette érosion. On retrouve une amorce de digue en haut qui permettait d'orienter, de forcer le courant à passer dans ces pièges à poissons. Alors ce qui est étonnant par contre, c'est qu'on se retrouve avec des V qui se font face, et vraiment qui se font face,
Et là, évidemment, le principe fait que ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas s'imaginer des pièges à poisson installés dans les deux sens ici. Là, le poisson, il est clair qu'il évite le piège. Donc là, on peut penser qu'il y a vraiment plusieurs états, d'où l'intérêt d'avoir les résultats de la dendrochronologie, qu'on a peut-être plusieurs époques d'installation et d'utilisation du secteur. Donc toute cette zone-là, évidemment, avec ces aménagements, ça empêchait tout passage de bateaux aussi. Et ici, en fait, on a trouvé, c'est la petite limite que vous avez ici, on a trouvé en fait l'amorce d'un début de chenal qui vraisemblablement correspondait au chenal de navigation, et en plus qui était matérialisé par une sorte de clôture tout le long, et qui permettait comme ça au moins de circuler en bateau. Suivant. Voilà, donc c'était juste pour, en restituant un petit peu les pieux et ces fameux cloisonnements, vous voyez, l'encombrement que ça pouvait donner dans le fleuve, et la possibilité évidemment de circuler en bateau sur ces zones-là, mis à part sur des espaces dédiés. Je vous parlais de meunerie en titre, et puis tout à l'heure aussi, je vous ai parlé des plateformes. Et en fait, en fouillant sur ces plateformes et à proximité de ces plateformes, on a trouvé quand même du mobilier qui était en lien avec ces aménagements, et en l'occurrence des pièces de mécanisme. Alors ici, vous voyez une jante de roue avec un rayon qui part, un rayon complet. Là, en haut, un moyeu avec encore les rayons, dont un complet fiché dedans. Ici, une petite pièce de bois avec une découpe particulière au bout qu'on appelle un aluchon. En fait, c'est un élément de rouet, et le rouet, c'est un système d'engrenage qui permettait, qui faisait le lien entre la roue hydraulique et la lanterne, et qui entraînait ensuite la meule. Et puis, donc, une grande pièce de bois ici qui faisait 4 mètres de long, avec 3 séries de mortaises, ici, ici et au bout, avec ce détail que vous voyez là. Mortaise, en fait, qui permettait d'accueillir de nouveaux rayons, et en fait qui permettait d'accueillir 3 roues qui étaient jumelées, qui étaient assemblées sur le même axe, et qui étaient disposées en fait sur ce qu'on appelle les fameux moulins bateaux. Donc la suivante. Moulins bateaux, alors, ils apparaissent à peu près en fonction des textes au début du XIIIe siècle. Ils vont perdurer comme ça jusqu'au début du 19e, au début du 19e, ils disparaissent sur quasiment tous les fleuves de France. Et vous voyez, on a quelques représentations, mais extrêmement rares, sur la Loire, entre autres ici. Et en fait, on se rend compte, par exemple, sur le pont de Saumur, c'est une représentation du pont de Saumur, eh bien, que le moulin bateau, il s'installait juste en aval des piles de pont. Pourquoi ? Puisque le courant était concentré sous le passage des arches, et en se positionnant juste derrière, il bénéficiait de la force hydraulique décuplée. Alors voilà comment ça se présentait. On avait ce qu'on appelle une forêne, donc une sorte de radeau, qui permettait de soutenir l'arbre de la roue, qui venait se fixer sur le corps d'un bateau plus gros, le corté, et sur lequel était installée la structure meunière. Alors évidemment, nous, on n'a pas retrouvé ces éléments de batellerie, mais par contre, on a retrouvé les différents éléments constituant, certains éléments, du moins constituant les mécanismes de meunerie. Je ne vous ai pas évoqué, on a également trouvé plusieurs fragments de meule qui se retrouvaient sur les différents empierrements. Là, vous avez d'autres représentations, toujours. Alors, vous voyez soit au débouché des arches de pont. Alors, on est plutôt dans les contextes citadins, bien entendu. Mais on a également ce type de moulin installé sur les bords de rive, avec également, vous voyez, des systèmes pas de clayonnage, mais de délimitation qui permettaient de canaliser l'eau pour arriver au cul du moulin. Alors voilà par exemple le site 3, une petite restitution rapide pour vous montrer les séries de pieux qu'on a trouvées, qui sont en fait des ossatures des plateformes totalement empierrées, avec la digue qui remontait vers l'amont, qui permettait de concentrer le courant, et dans les passages aménagés que je vous ai montré en photo tout à l'heure, et juste derrière, donc, les fameux moulins bateaux qui étaient installés. Alors, tu dois pouvoir mettre... Voilà. Hypothèse qui, en plus, pourrait être confortée par la présence de cette trace qu'on a trouvée, qui pourrait correspondre, en fait, à l'implantation d'une ancre
qui aura été fiché à cet endroit-là. Donc imaginons, on est juste derrière la plateforme ici. Donc fiché dans le limon argileux, et avec la force du courant, évidemment, puis l'inertie et la masse du bateau, eh bien ça tire. Et vous voyez l'encre, ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle a découpé et glissé, mais en entaillant quand même le sous-sol, pour retrouver en fait la pointe qu'on a ici, la pointe de l'encre. Donc vraisemblablement, alors on n'a pas retrouvé l'encre, mais par contre on a bien l'empreinte en négatif d'une encre qui a glissé. Alors évidemment, je ne peux pas dire que c'est contemporain des aménagements, puisqu'on là on ne peut pas dater une empreinte en tant que telle, mais vu son positionnement par rapport aux empierrements où on l'a trouvé, vraisemblablement ça pourrait correspondre à l'empreinte en négatif d'une encre des moulins bateaux. Rapide rétrospective sur les moulins. C'est vrai que là je vous parle de moulins bateaux qui sont apparus à peu près au XIIIe siècle, mais avant en fait on a trouvé des traces de moulins aussi en Loire, et en particulier à Notre-Dame-du-Marillet, au pied de Saint-Florent-le-Vieil. En 2008-2009, on a fait quelques sondages juste au débouché de l'Èvre, à la confluence ici, à la confluence de l'Èvre et de la Loire. Et là, on a retrouvé en fait un ancien canal aménagé dans lequel en fait il y avait tous les éléments de mécanisme de moulin. Alors là, vous voyez, il y a le schéma de principe et différentes pièces de mécanisme, aussi bien de la jante de roue en passant par la pale, les tenons, les étrésillons qui permettaient de garder les écartements entre les pales, le fragment de rouet, je vous évoquais tout à l'heure, avec les aluchons dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Le support de l'axe, ici. Et ces éléments, en fait, on a fait plusieurs séries de datation, et en fait, on est en face d'aménagements de moulins de rive qui remonteraient au 7e, 10e siècle. 7e, 10e siècle, en fait, alors il y en a très très peu en Europe pour l'instant de fouiller, puisque le site de Notre-Dame-du-Marillet va faire partie d'un des plus anciens au 7e siècle. On doit avoir que 4 sites en Europe, 5 sites. Et là, par exemple, vous avez une illustration de, en fait, la coexistence de l'activité pêche et meunerie, même en remontant au XIIe siècle, puisque là c'est un psautier, une illustration d'un psautier du XIIe siècle. Vous voyez le moulin, alors là c'est un moulin sur rive qui est installé, et juste derrière vous avez quoi ? Des nasses qui sont plongées, et vous avez même la représentation des anguilles qui rentrent piégées dans les nasses. Là c'est juste une petite restitution du moulin Notre-Dame-de-Marillet. Au XIIIe siècle également, cohabitant avec les moulins bateaux, on a les moulins pendus. Alors évidemment, il y a celui de Chantoceau, que vous connaissez, j'imagine. Et vous aviez également, pour le secteur qui nous concerne, le moulin de Montjean. Moulin de Montjean qui a été détruit au milieu du 19e siècle. Pardon. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, il y avait vraiment une très grosse activité sur le fleuve, avec énormément d'aménagements qui favorisaient pas évidemment les déplacements, qui engendrait évidemment des frictions entre les meuniers, les pêcheurs, les bateliers. Et tout ça a laissé quelques traces, mais très très peu, dans les documents d'archives. Et c'est pour ça que, parallèlement à la partie archéologique de la fouille de ces sites, on fait appel aussi à un archiviste qui est en train de nous dépouiller en fait tous les documents qui peuvent être en relation avec l'implantation de ces sites. Parce que le but du jeu, c'est évidemment de retrouver les commanditaires, parce qu'à l'époque, seules les personnes, on va dire, qui avaient un certain pouvoir, donc soit ecclésiastique, soit laïque, pouvaient installer et financer ce type d'aménagement, même si après ils le mettaient en fermage, puisqu'ils attribuaient ça à des pêcheurs ou à des meuniers. Donc le but c'est de retrouver des commanditaires, donc seigneurs laïcs ou ecclésiastiques. Alors évidemment la proximité de l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, juste à côté, pourrait laisser penser que ça appartient aux seigneurs, aux abbés de Saint-Florent. Sauf qu'en fait, le secteur où on est, c'était à l'époque en Bretagne, et donc rattaché à la baronnie d'Ancenis. Donc si ça se trouve, il faut se tourner vers les archives de la baronnie d'Ancenis pour trouver les éléments en lien avec nos pêcheries et activités de meunerie. Suivante. Alors là, moi, je bascule sur le dernier site, et on en aura fini. L'île Mouchet. Alors, pour parler de l'île Mouchet, c'est donc un site qui concerne une épave. Petite rétrospective de la circulation, on va dire, sur la Loire au travers des découvertes archéologiques. On a quelques exemples, vous avez dû en entendre parler à un moment donné, des différentes pirogues qu'on peut trouver dans l'île de la Loire, en particulier dans le secteur qui nous concerne.
Et voici les témoins qui permettent d'illustrer, on va dire, dès l'âge du bronze moyen, les différentes découvertes. Alors, vous voyez celui-là, cette pirogue en 1993 a été trouvée enfin c'est pas loin, hein, à la Varenne, mais également à Houdon pour la partie second âge du fer. Le pont d'Anceny, lors des travaux en 1950, également a eu le droit à sa découverte. Et puis, pour le Moyen-Âge, on a également toujours ce type de pirogue, donc ce qu'on appelle pirogue monoxyle. Juste pour rappel, pirogue monoxyle, c'est que c'est fait dans un seul tenant, dans une seule pièce de bois. Hein, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas d'éléments rajoutés ou rajoutés à l'ensemble. C'est vraiment fait dans la masse d'une seule pièce de bois. Et là, par exemple, pour la dernière, elle est datée du XIIe siècle. Alors, vous voyez, on va dire entre 2000 avant Jésus-Christ et 1200, 1300 à 1100 du moins, enfin 1100, 1200 après Jésus-Christ, on se retrouve avec, on va dire, les mêmes types d'embarcations, mais qui vont quand même évoluer. Ah, ouais. Qui vont évoluer. Non, vas-y, tu peux passer. Voilà. On va passer à la pirogue monoxyle assemblée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de se retrouver bloqué au travers d'un seul et unique pièce de bois, un seul tronc, en fait, on va utiliser deux pièces de bois qu'on va assembler ensemble. Donc là, une première pièce monoxyle qui fait un L, vous voyez ici, ou ici, et on va en assembler une autre en vis-à-vis, qui va permettre en fait de doubler la surface de l'embarcation, voire même en rajoutant des planches de fond qui permet encore d'accentuer la volumétrie de l'embarcation. Donc là, par exemple, c'est deux exemples qu'on a trouvés en 2009 et 2019, qu'on a fouillés, et qui sont datés du 9e siècle après Jésus-Christ. Mais on a encore, et on voit que ça, on va dire, ça se chevauche, ça se côtoie, en fait, les techniques se côtoient, donc c'est pas non plus un critère de datation. On a trouvé aussi un autre type de monoxyle assemblé, où là, on a utilisé une sole, donc le fond en monoxyle classique, sur lequel on a rajouté les bordées de chaque côté, ainsi qu'aux deux extrémités, une levée. Alors sur celle qu'on a trouvée, qu'on a fouillée, on a trouvé qu'une levée en place. La seconde avait déjà disparu avec l'érosion. Mais par contre, là, on se retrouve avec un bateau de 9 mètres de long, daté toujours du 9e siècle. Donc vous pouvez voir qu'en fait, sur le même fleuve, on pouvait croiser des pirogues monoxyles, des pirogues monoxyles assemblées, on va dire, basiques, et des pirogues monoxyles assemblées, où là, on a déjà même l'esprit un peu du bateau assemblé, puisque les bordées sont fixées à l'aide de clous, alors que pour le reste, c'était fixé à l'aide juste de chevillage. Et pour l'exemple de l'île Aubergère au Marillet, eh bien, on a en fait à Houdon, il y a donc 30 ans de ça, trouvé une pièce qu'on a d'abord appelée pirogue monoxyle, mais en fait qui a un fond, tout simplement, et qui trouve un parallèle évident, aussi bien au niveau de sa confection, sa longueur, ses dimensions, ainsi que de la présence de chaque extrémité de la découpe qui permettait d'accueillir l'élevé. Et on peut même se demander si on n'est pas en face de la même personne qui a construit et élaboré ce type de vestiges. Alors, ce qui nous permet d'arriver sur l'île Mouchère, en Sny, donc on est juste au pied du camping. En 2021, 2021, on a réalisé un diagnostic qui a permis de détecter ces grandes planches qui se développent, on ne va pas lancer directement, sur 15 mètres de long et sur 2 mètres de large, puisque en fait on a un fuseau qui est ici et un autre ici, de 2 mètres de large, et puis des pièces de bois en travers qui vraisemblablement appartiennent à cette embarcation. Lorsqu'on l'a trouvée, donc on a pu déjà la relever avec la présence multiple de chevilles en bois, mais également d'éléments métalliques, de cloutage, aussi bien pour maintenir les planches de fond que le cloutage extérieur, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc cette épave qu'on a trouvée en 2021 donc, a fait l'objet d'une fouille, ou du moins d'une amorce de fouille en 2024, puisqu'on est resté qu'une semaine avant la montée des eaux. Alors, vous comprenez pourquoi, puisque là, on est vraiment juste sur le bord du chenal. On a mis un cordon, on a pu décaper. On a retrouvé l'embarcation qu'on avait totalement ensevelie avec du bidime pour la protéger, et puis pour nous permettre de la retrouver lors du décapage de la fouille. Donc tout ça marchait, on avait mis les pompes en œuvre. Suivant.
donc on a pu commencer, le but c'était évidemment de l'extraire intégralement. Donc on a commencé à extraire une première pièce, vous voyez ici avec toute l'équipe, qui fait là 8 mètres de long. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous notez qu'il y a également des coupes trapézoïdales, sachant qu'on a fait une première datation au carbone 14, et elle est également datée du 9e siècle. Donc contemporaine de celle de Notre-Dame du Marillet, celle de Vauvrécy, mais également contemporaine des pirogues de monoxyde assemblé qu'on a trouvées à la Barcola ou à Loire-Auxence. Et puis là, on a été obligé de s'arrêter. On a eu ordre, du moins, d'arrêter. Les services de l'État et Voies navigables de France nous ont dit stop, parce que c'était au moment où la Loire partait en crue. Et puis on avait 2 jours pour déguerpir, donc il fallait tout remblayer avant, puisqu'on ne pouvait pas laisser ouvert pour la navigation après pendant l'hiver. Donc il a fallu tout remblayer avant. La pièce qu'on a extraite, par contre, je l'ai ramenée précautionneusement au centre archéologique de Carquefou, auquel je suis rattaché. Et puis on y retournera l'année prochaine, puisque l'année prochaine, vas-y, normalement, on devrait pouvoir y aller. Alors, vas-y. Donc juste quelques petits éléments de comparaison sur les éléments qu'on dispose pour l'instant. La fameuse découpe que je vous montrais tout à l'heure, le parallèle avec celle de Notre-Dame du Marillet. Les assemblages donc des planches avec des planches de fond avec les systèmes de clous. Suivant. Les assemblages des bordées, donc là l'îlot bergère, je vous disais, avec les clous qui permettent de fixer les bordées sur la base du flanc du bouchin. Eh bien on a la même chose sur l'île Mouchet, sauf que là c'est des clous qui sont vraiment très très gros, que j'ai fait figurer ici. Et surtout, le bouchin, il est, vous voyez, il est atrophié. Il est vraiment très très peu développé. Et ce type de bateau, en fait, eh bien, au 9e siècle, on a très peu d'éléments de comparaison. Suivant. Et les seuls éléments de comparaison que j'ai trouvés, c'est sur des bateaux qui ont été trouvés et fouillés à Arles et à Lyon. Vous voyez, avec des bouchins atrophiés, sur lesquels on vient rajouter les courbes. Et puis alors là, sa particularité, c'est qu'ils ont rajouté carrément des demi-grumes, mais qui font office également de flotteurs. Et vous voyez, les éléments en plan, pareil, de bateaux fusilignes et longilignes, qui trouvent un parallèle avec celui de l'île Mouchet, sauf que les datations, on est période antique, avérée, alors que nous, on est au 9e siècle. Donc, je pense que là, c'est la fin. Ouais. Donc voilà, donc normalement, Anne, bon, toi, tu n'y retournes plus l'année prochaine. Moi, j'y retourne pour finir de fouiller, de prélever cette épave. Et d'ici là, en plus, on aura, j'espère, toutes les données qui nous permettront de dater de manière très très précise, voire à l'année près, et qui va nous aider à mieux comprendre l'élaboration et l'utilisation et la mise en forme de ces sites. Voilà. Eh bien, à vous. Alors, oui, la question, donc excusez-moi, la question posée, quels étaient les moyens humains mis en place pour les fouilles? Pour le site de Anne, vous étiez 15, 18 même. 18 pendant 3 mois, 2 mois et demi. Et pour les 4 sites de l'île Poula, je compte pas l'île Mouchet, parce que je vous dis, bon, on va dire l'opération est avortée. Pour l'île Poula, donc avec les 4 sites que j'ai fouillés, là j'étais 15 pendant 3 mois. Donc vous voyez, ça fait plus d'une trentaine d'archéologues mobilisés pendant 3 mois. Qu'est-ce qui motive le choix des sites? Parce que la Loire, c'est grand. Il y a des pré-recherches qui sont faites avant. J'ai expliqué au tout début, on a fait une étude documentaire qui a permis d'établir le potentiel archéologique de Montjean-sur-Loire à Oudon. Ça, c'est le secteur de travail de VNF. Nous, on n'intervient pas de VNF. Et nous, on n'intervient que sur le périmètre du secteur d'activité de VNF. On n'intervient pas ailleurs. On est dans le cadre préventif, c'est lié aux travaux. Donc, on a fait cette étude doc qui a permis de renseigner à peu près, je vous dis, quasiment 200 sites, et sur lequel, après, les services de l'État, les services régionaux d'archéologie, a prescrit des périmètres, donc 250 hectares qu'on a diagnostiqués. Et ensuite, ces diagnostics ont permis, alors je vous dis, on a sorti beaucoup de sites,
Mais il n'y en a que quelques-uns qui ont donné lieu à des fouilles. Et pourquoi? C'est par rapport à l'intérêt scientifique que ça peut apporter. On ne peut pas tout fouiller. Sinon, on y serait pendant des années, sauf que VNF, ça ne dure pas des années. Leur projet en 2026, il est terminé. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on intervient. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur la Loire. Ça fait des années qu'on renseigne. On a fait des petites interventions. Je vous ai montré quelques pirogues. On a intervenu, mais ça n'a rien à voir. C'est des interventions de 2-3 jours avec des moyens minimes. Là, on a des moyens d'archéologie préventive, ce qui permet d'avoir les moyens humains que vous évoquiez, donc des équipes de 15-18 personnes pendant 3 mois à fond. Et là, on va dire, on dissèque et on ouvre les sites de manière intégrale pour pouvoir les comprendre. Et puis derrière, toutes les analyses qui suivent, parce que c'est surtout ça qui coûte, parce que évidemment tout ça, c'est un coût. C'est aussi ça qui fait qu'on ne fouille pas tout. Surtout quand vous fouillez des sites dans des milieux humides, comme je l'évoquais, et puis Anne aussi, les seuls moyens de dater ces sites, c'est d'étudier le matériel organique. Or, le matériel organique, dès que vous le sortez, il demande des précautions qui font que ça demande du temps, ça demande des moyens financiers, parce que vous ne pouvez pas les laisser dans un sac et puis les poser avec les morceaux de céramique, vous les mettez dans des milieux appropriés. Et puis ensuite, c'est toutes les analyses derrière chimiques et autres. Et tout ça fait que, oui, ça génère un coût qui a un frein. VNF a payé les fouilles. C'est le cadre légal de l'intervention archéologique aujourd'hui. Mais il n'aurait pas payé 10 fouilles. Ça, c'est clair. Il aurait dit non, stop. Ou alors je modifie mon projet. C'est tout. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que on intervient et on va continuer à intervenir. Moi, je suis un riverain, j'habite à Varade, dans le village de la Meilleray, village de pêcheurs. Donc la Loire, je l'ai tous les jours devant moi, et tous les jours, je suis rendu sur le bord de la Loire, et tous les jours, on prospecte continuellement. Et on retrouve et on alimente la carte archéologique nationale que je vous évoquais, qui permet ensuite de motiver éventuellement des prescriptions d'archéologie préventive s'il y a des projets d'aménagement. Le problème, c'est que la Loire, c'est rare, les projets d'aménagement. Ou alors, il faut qu'ils nous refassent un pont, des choses comme ça. Bon, il y a des projets de pont, mais ils ne sont pas trop d'actualité, quoi. Donc là, c'est vrai que c'était l'occasion et l'opportunité de pouvoir travailler sur une très très grande distance, d'avoir les moyens appropriés en face et d'avoir une vision globale et d'essayer de comprendre, parce que le but, c'est d'essayer de comprendre l'évolution du lit du fleuve. Et là, c'est extrêmement complexe, puisque aujourd'hui, on a tendance à s'enfermer avec la vision qu'on a du fleuve Loire. Sauf que, par exemple, au XIIe siècle, même au XVIIe siècle, pour tes bateaux, et on ne parle même pas de l'aménagement de l'île Coton qui remonte au IIe siècle, la Loire, on ne sait pas du tout comment elle est configurée, et surtout comment l'homme l'utilise. Donc, ces opportunités-là, il faut les saisir. Ça va permettre de renseigner et d'essayer de comprendre et d'apporter des éléments d'information qui permettront de mieux appréhender et de mieux connaître la vie sur la Loire et sur ses abords. Voilà. Vous voulez savoir ce que c'était exactement une sablière? Une sablière. Je te laisse répondre, puisque là, c'était plutôt pour toi, la sablière. Merci. Oui, la sablière, donc c'est une grande poutre de section quadrangulaire. D'épaisseur, on est sur à peu près 25, qui va permettre donc de monter d'autres structures en hauteur, parce qu'en fait, elle vient bloquer des pieux. Voilà, et elle va maintenir le moyen d'élever un assemblage, un bâti. Vous faites référence au bateau qui a été retrouvé à Arles, oui, merveilleusement conservé d'ailleurs, oui. Moi je suis allé à ce musée, mais il datait de l'époque romaine, sinon gallo-romaine. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a les mêmes techniques de construction sur ces deux embarcations qui sont par le temps et par la distance tellement éloignées? Alors, comme je vous ai montré déjà, c'est que les techniques, elles se croisent. Et vous trouvez, vous prenez, oui, je vais reprendre le micro, c'est vrai, c'est mieux. Je vous parlais par exemple de l'exemple de la pirogue monoxyle basique. Oui. On va la retrouver de 2000 ans avant Jésus-Christ, oui, jusqu'à même au 19e siècle. Là, je n'ai pas donné d'exemple du 19e siècle, mais dans certains cours d'eau français, jusqu'au 19e siècle, on avait des pirogues monoxyles. Donc, vous voyez, on va dire la technologie utilisée n'est pas un marqueur ou un traceur chronologique. Ce qui fait que
là, les éléments de comparaison, je les ai pris parce que, aujourd'hui, dans la connaissance que l'on a sur la batellerie de la Loire, ce bouchin, donc on va dire cette partie monoxyle de fond que j'ai trouvé sur l'île Mouchet, j'ai pas trouvé, il n'y a aucun élément de parallèle trouvé sur les bateaux trouvés en Loire. Et les seuls éléments parallèles que j'ai trouvés, c'est avec ces fameux bateaux antiques, entre autres à Arles et à Lyon, et un autre aux Pays-Bas, et l'autre, je ne sais plus c'était sur lequel, mais enfin bon, Suisse, voilà, Beauvais. Mais c'est parce qu'il y a cette petite, c'est vraiment un petit détail, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que on a trouvé des éléments monoxydes donc datés du 9e siècle, monoxyde assemblé, donc je vous ai montré, qui dessine une sorte de L, qui permettait d'en mettre un autre en vis-à-vis. On va dire, entre guillemets, c'est basique, il faut bien tailler le bois quand même, parce que dans la longueur, c'est des pièces de bois qui font 9 mètres de long. Mais on va dire que c'est basique, on va dire, il y a un bord droit, voire légèrement ouvert, un fond droit aussi, et vous assemblez ensemble. Là, pourquoi on va dire le bouchin, donc cette partie fond et amorce de bord, totalement atrophié, et dans lequel en plus ils se sont amusés à creuser une sorte de goulotte pour pouvoir bloquer le premier bordé qui est lui-même fixé avec des gros clous. Enfin, il y a une volonté de faire quelque chose vers quoi? Et les seuls éléments de comparaison aujourd'hui, je vous dis, c'est les bateaux antiques. Alors après, il y a un hiatus de 7 siècles, évidemment, hein, entre les bateaux de Arles, 2e siècle, et là, l'île Mouchet, 9e siècle. Mais après, ce sont peut-être des techniques qui ont perduré. On n'a peut-être pas encore retrouvé d'autres bateaux, il y en a peut-être d'autres qui tapissent le fond de la rivière, mais qu'on n'a pas trouvé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le seul élément. Ce qui a motivé, entre autres, comment on va dire, sa fouille, ou du moins son amorce de fouille cette année. Et j'espère que l'année prochaine, d'abord, on pourra sortir le reste, ce qui me permettra à un moment d'avancer, et même dans la reconstitution, un peu comme ce qu'a fait Anne avec ses bateaux, c'est-à-dire reconstituer en 3 dimensions le bateau, même si là, aujourd'hui, les éléments que j'ai découverts, par exemple, j'ai pas le premier bordé. J'ai pas le premier bord qui remonte, on n'en a pas vu. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais on les a pas vus lors des interventions qu'on a fait. Mais après, si on arrive à avoir un élément de bord en plus associé, là on peut reconstituer après, comme ça, l'intégralité du bateau. Ce bateau, il pose problème pour de toute façon plein de questions, parce que, je vous dis, il fait 15 mètres de long, 2 mètres de large, vous avez vu, il est extrêmement rectiligne, il n'est même pas bombé avec des avant-arrière plus ou moins soulignés et prononcés. Là, il est vraiment rectiligne. 2 mètres de large sur 15 mètres de long, déjà il faut trouver des pièces de bois parce que c'est 15 mètres de long d'un seul tenant. Vous voyez les fûts, ça fait des sacrés fûts. Hein. Et à quoi il servait? Parce que le problème, aussi, autre question sur ce bateau, ce que je vous ai montré, il y a plein d'emplacements de chevilles. Chevilles qui devraient correspondre aux pièces transversales qui permettent de maintenir le bord avec le fond. Ce que tu as évoqué, courbe, érable. On n'en a aucune. Mais quand je dis aucune, aucune. Par contre, il y avait toutes les chevilles qui étaient là. Comme si on avait sorti délicatement toutes les courbes et les rables pour les récupérer en laissant en plan toutes les belles planches. Donc là, pareil, il y a un problème de cohérence. Et troisièmement, on ne sait pas comment il se manœuvre. On n'a pas vu de pied de mât. 2 mètres, vous pouvez mettre des rameurs. Vous pouvez mettre 2 rameurs, mais pas plus. Parce qu'après, vous n'avez pas assez de largeur. Mais les rameurs, c'est pareil. Il faudrait avoir des éléments de bord pour pouvoir identifier les accroches des rames. Et puis la troisième hypothèse, autrement, c'est la perche. Mais j'imagine mal un bateau de 15 mètres de long minimum déplacé à la perche, même avec un courant beaucoup moindre. Je ne sais pas si vous êtes déjà déplacé sur un bateau à la perche. Quand vous avez déjà une barque qui fait 7-8 mètres de long et que vous la tirez à la perche, vous n'allez pas trop loin. Bon. Donc voilà, donc il y a plein de questions qui se posent sur ce bateau. Bon, là, on a commencé juste à, entre guillemets, à le découvrir. Bon, c'est pour ça que je voulais le présenter, parce que j'aurais pu m'arrêter juste à la fouille de l'Ipoula, mais il y a plein de questions qui se posent, et c'est que la fouille qui va permettre de, je l'espère, répondre à une grande partie des interrogations. Voilà. Oui? Qu'est-ce que deviennent les trouvailles, les épaves et tout? Alors, les épaves, je te laisse parler, Anne. Oui, alors le principe de l'archéologie préventive, c'est la conservation par l'étude. C'est-à-dire qu'en étudiant, on conserve. Mais techniquement, les bois, les bateaux, on les a démontés pièce par pièce pour les étudier.
Et après, une fois que l'étude est faite, les bois sont restés sur place, mais les bateaux sont démontés. Donc les bateaux, il n'y a pas de suite pour eux, hormis l'enregistrement qu'on a fait, les plans, on peut refaire des maquettes, on peut même refaire une restitution à l'échelle 1, parce qu'on a suffisamment d'informations pour le faire. Avec les travaux qu'ils vont faire, là, ça risque de chambouler un petit peu Encore plus. Oui, les travaux qui sont faits par VNF, en fait, vont modifier la courantologie. C'est pour cette raison qu'il y a l'archéologie préventive, c'est-à-dire avant qu'il y ait une potentielle destruction des vestiges, il y a l'étude. Voilà. Mais demain, après les travaux, Donc moi je le vois en habitant à Varade, on commence à avoir déjà l'influx de la première tranche de travaux qui a pas donné, enfin il n'y avait pas eu de surveillance archéologique en 2008-2009 entre Bushman et les Ponts de C. Et enfin les Ponts de C, puis même à redescendre jusqu'à Rochefort-sur-Loire. Ils ont fait ces travaux-là. Il n'y a pas eu de surveillance archéologique, ça c'était le service de l'État qui avait décidé. Et sauf qu'aujourd'hui, donc ça fait 15 ans, il y a, ça y est, le courant modifie le dépôt des sables, le courant, donc des choses apparaissent, des choses disparaissent, et nous on commence à le sentir, l'influx. Et on aura la même chose ici dans 10 ans. Dans moins de 10 ans, je pense que tous les sables d'Ancenis sur lesquels on a travaillé, Ancenis et Mauges, dans les 5 ans à venir, il faudra qu'on passe tous les étés parce qu'il y aura des choses qui vont apparaître, parce que les courants vont être complètement modifiés. Donc ça va attaquer, ça devrait... Le but, comme je vous le disais au tout début, c'était de faire bouger ces sables pour les faire tomber au fond du chenal, pour remonter la ligne d'eau. Donc en chassant ces sables, vous allez mettre à nu des vestiges qui étaient enfouis par les sables. Donc automatiquement, il y aura des découvertes. Sauf qu'on rentrera dans le cadre des découvertes dites fortuites. Ce ne sera pas lié aux travaux, les travaux seront faits. Donc c'est des découvertes fortuites. Et là, je ne vous dis pas comment c'est compliqué pour les archéologues, parce que quand c'est comme ça, c'est la prise en charge par l'État. Vous connaissez les finances de l'État aujourd'hui, hein, c'est pas florissant. Donc ça veut dire, pour une découverte, comme je vous disais, pour certaines embarcations qu'on a trouvées, eh bien c'est aller au mieux 5 jours de terrain, puis derrière 4-5 jours d'analyse, puis voilà. Et puis après on réenfouit, parce qu'on ne les ramène pas. On les réenfouit, sauf une. Notre-Dame du Marillet, la belle, je répondrai après madame, la belle de Notre-Dame du Marillet, datée du 9e siècle, avec là, on va dire, ses bordées encore assemblées, la levée encore assemblée, celle-ci m'avait demandé de la réenfouir dans une pièce d'eau en dehors du fleuve, dans l'optique de un jour peut-être. Et parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens de recueillir et d'accueillir ces pièces qui demandent après une surveillance constante. Et en fait, 2 ans après, eh bien, il y a le musée d'Aubray de Nantes qui s'est positionné en disant, nous on a un projet muséographique, on a un financeur, on paye la restauration intégrale et en constitution pour pouvoir la mettre chez nous. Le financeur c'était Monsieur Total, merci. Voilà, et il a déboursé 100 000 € et aujourd'hui elle est au musée d'Aubray. Mais autrement, elle serait restée au fond de la Loire. Mais après, comme disait Anne, le but, c'est la conservation par l'étude. Moi, j'avais récupéré toutes les données, on pouvait la reconstituer si on voulait. Là, vous avez l'original. On peut faire un facsimilé si on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut après? L'original, c'est bien, oui, c'est bien, mais en même temps, ça demande énormément de contraintes de surveillance et tout. Un bois gorgé d'eau, dès que vous le sortez, au bout d'une semaine, il éclate. Si vous ne faites rien, il éclate. Donc, je ne vous dis pas un bateau. Madame. Mais vous avez en partie répondu à ma question, ça concernait justement la conservation des vestiges dans un endroit spécifique. Alors, pour l'étude, là, par exemple, on a acheté un conteneur réfrigéré. Parce que là, on sait qu'à une certaine température constante, le bois, il ne bougera pas. Donc, toutes nos pièces de bois qui sont en cours d'étude, on les a glissées là-dedans. Et puis, on sait que là, le bois, on va pouvoir le conserver plusieurs années, le temps que les études se fassent. Vous avez parlé, au travers de votre présentation, de la dureté du limon argileux. Oui. Je voulais savoir, par endroit, par site, est-ce qu'il y a moyen de dater ce limon argileux? Alors, c'est vrai que je ne me suis pas trop étendu sur ce limon argileux. Déjà, ce que je sais, c'est que c'est un limon argileux qui correspond à un ancien marais figé. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas l'attestation de cet ancien marais figé, mais ce sont des dépôts organiques qui vous voyez, avec le temps qui se sont accumulés. Le cours de la Loire n'avait rien à voir avec la Loire actuelle,
Et puis à un moment donné, c'est devenu un sol. Et là, lorsqu'on a fait les diagnostics, j'ai eu l'occasion de le percer. Enfin, j'ai pas percé, j'étais au plus profond que je pouvais. Je suis descendu à 6,50 m de profondeur. 6,50 m, j'étais toujours dans le même niveau. Par contre, j'ai trouvé des éléments organiques au fond, à 3 mètres et à 6 mètres de profondeur. Ces éléments-là, je vais les faire dater. Ça ne va pas me dater mon marais. Vous voyez, ça va me donner des dates, on va dire, dans l'état de décomposition du marais. Mais ça ne va pas dater le marais en lui-même. Mais voilà, donc, et ce marais, il interroge, parce que il se développe plus au nord, donc plutôt côté rive droite, côté Loire-Atlantique, mais on le retrouve également quand même rive sud aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui. Le chenal fausse la vision qu'on a aujourd'hui. Le chenal, c'est la césure aujourd'hui entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, sauf que c'est un chenal finalement artificiel, puisqu'il a été fait par l'homme, entre autres par le biais de ces épis qui ont cisaillé encore plus le fond du fleuve.